Bonjour tout le monde, je suis contente aujourd'hui de recevoir mon 9e invité pour cette rubrique rencontre, interview, Maël Grand. Bonjour Maël. Bonjour Béa. Alors Maël, tu nous parles directement de La Réunion, c'est ça? On dit l'île de Réunion. Comment ça va là-bas? Eh ben ça va, il fait beau aujourd'hui, encore, hein, oserais-je dire. Donc, non, beau temps. Pardon, il fait beau toute l'année? Quasiment. Après, il y a une saison des pluies quand même entre, allez, on va dire novembre et mars, où il pleut un peu plus, mais il fait plus chaud. Donc ça, voilà. Et après le reste du temps, non, il fait beau. Et ça descend très rarement, sauf dans les hauteurs, mais sinon ça descend très rarement en dessous de 15-20, on va dire. Voilà. Donc, pas besoin de manteau. C'est génial. J'en avais emmené quelques-uns en arrivant, et puis bon, ils sont en train de moisir dans un placard parce que je les utilise jamais. Ça fait combien de temps que tu es en Réunion là? À La Réunion, ça fait 6 ans maintenant, depuis février 2015. D'accord, ok. Une belle introduction pour présenter Maël. Finalement, tu es qui Maël? Alors, qui je suis? C'est une vaste question. Alors, sur le plan personnel, j'ai 33 ans, je suis père de famille, donc je vis sur l'île de la Réunion, comme tu l'as dit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est environ 10 000 km de la métropole et c'est en plein océan Indien, donc en dessous de Madagascar. Après, professionnellement, parce que c'est peut-être plus ce qui t'intéresse, je travaille dans un institut médico-éducatif à temps plein depuis maintenant 6 ans en tant que musicothérapeute clinicien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis venu à l'origine sur l'île de la Réunion. C'était vraiment parce que j'ai eu cette opportunité professionnelle et donc voilà, je suis venu avec femme et enfants, mais sans les enfants encore. On les a eus ici. Et puis voilà, donc ça c'est le côté professionnel. Et puis dès que j'ai du temps, j'essaie aussi de faire un petit peu de libéral pour histoire de diversifier un petit peu les populations auprès desquelles je peux intervenir. D'accord, donc tu es formé en tant que musicothérapeute, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai le diplôme universitaire de Montpellier, à Paul Valéry. Voilà, je sais pas, on peut peut-être embrayer sur les différentes formations. Donc en fait, j'ai une licence de musicologie à la base que j'ai fait à Poitiers. La dernière année, je l'ai fait en échange étudiant à l'Université de Montréal. Et donc j'ai validé ma licence. Et puis en fait, cette dernière année, pour moi, c'était aussi... je me retrouvais pas dans la musicologie, dans voilà ce que ça pouvait, dans les débouchés potentiels, dans le contenu des cours. Et donc quand j'ai fait cet échange étudiant à l'Université de Montréal, j'ai vraiment essayé de choisir des cours qui s'éloignaient le plus possible de la musicologie telle que je l'avais apprise à Poitiers. Et donc il y avait un certain nombre de cours ouverts, mais qui permettaient quand même de valider la licence, notamment un cours donc neurocognition musicale, ça s'appelait. Et donc ce cours était dispensé, donc c'est un bâtiment juste à côté de l'Université de Montréal qui s'appelle le Brahms. Alors c'est le laboratoire international pour les recherches sur le cerveau, la musique et le son. Et donc concrètement, pendant 6 mois, ce cours-là m'a permis vraiment d'appréhender les bases des effets de la musique sur le cerveau, les différents troubles neurologiques qui pouvaient être impactés par le son. Voilà, donc on a commencé à aborder aussi l'aspect thérapeutique de la clinique, et donc petit à petit la musicothérapie. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus parlé que la musicologie. Je ne me voyais pas être chercheur, musicologue, même si ça doit être un métier passionnant, mais bon, c'est pas ce qui me tentait particulièrement. Et donc, mais par contre, la musique m'intéressait. J'étais musicien de base, donc
guitariste principalement. Il y avait aussi la psychologie qui m'intéressait parce que, bon, je vais citer Freud, hein, ça n'arrivera pas souvent, mais c'est Freud qui disait je suis mon premier patient. Donc ça, c'est effectivement, je suis mon premier patient. Et la troisième chose, c'était donc tout l'aspect médical qui m'intéressait. Au moment de choisir un petit peu mon cursus universitaire, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de mettre ma vie sociale de côté pendant 8-9 ans et devenir docteur. Donc voilà, à ce moment-là, c'est un petit peu ce pourquoi j'ai pas choisi cette voie. Mais par contre, voilà, ces trois éléments, ces trois domaines qui peuvent paraître très éloignés les uns des autres, bah, au final, ils ont trouvé une synthèse intégrative au sein de la musicothérapie telle que je la conçois et telle que je l'ai apprise. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à devenir musicothérapeute clinicien. Sur les formations aussi, donc en 2018, j'ai aussi passé le diplôme de neuromusicothérapie à Montpellier également, là, quand Michael Toth et Corinne Toth sont venus former les gens. Donc super intéressant, hein, forcément, tu te doutes bien. C'était vraiment, moi c'est vraiment une pratique qui me parle parce que c'est vraiment une pratique fondée sur l'épreuve. C'est vraiment quelque chose de très fonctionnel, de très dans la rééducation, dans la réadaptation. Ça me semble s'inscrire encore un peu plus dans le domaine du soin. Et donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai traduit l'ouvrage principal de Michael Toth sous le titre de Manuel clinique de rééducation par la musique, donc qui a été publié aux éditions De Boucs Supérieurs en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une description des protocoles de neuromusicothérapie appliqués en fonction des pathologies concernées, en fonction des objectifs fixés. Voilà, donc il y a énormément d'éléments vraiment intéressants, et moi, cette traduction, je l'ai faite avant tout pour moi parce que j'avais besoin vraiment de me plonger la tête dans cette conception-là du soin, à nouveau très fonctionnel, et qui, moi, me parle plus que des suivis, on va dire peut-être plus orientés psychothérapeutiques, et qui sont peut-être davantage orientés bien-être, qui sont peut-être davantage orientés sur l'émotionnel, etc. Donc je pense que ces deux approches sont complémentaires, et qu'un musicothérapeute correctement formé se doit de connaître ces deux orientations principales, et d'en faire une synthèse en fait dans sa pratique clinique, ce qui lui permet vraiment d'avoir un catalogue de protocoles, vraiment un éventail de possibilités, et de pouvoir aller vraiment à la rencontre de l'autre, donc du patient, à sa rencontre, et vraiment coller aux spécificités du profil et aux besoins, vraiment. Voilà. Et je vois les instruments derrière toi. J'ai envie de poser la question, comment ça se passe la musicothérapie à La Réunion? Je sais pas, j'ai envie de poser plein de questions sur le public que tu reçois, sur les pathologies que tu traites, la prise en charge, comment ça se passe, comme en France où c'est différent. Alors, donc comme je t'ai dit, je travaille dans un institut médico-éducatif, et d'ailleurs là, donc il y a 2 heures de décalage en ce moment, donc là c'est entre midi et 13h, donc je suis encore au travail, donc je vais peut-être te montrer la salle dans laquelle je travaille. Hop. Alors, je sais pas si tu vois, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance, la chance d'avoir un outil de travail vraiment intéressant, en tout cas un contexte de travail vraiment privilégié, avec une salle dédiée je crois qu'il fait une cinquantaine de mètres carrés. Il y a du matériel, il y a vraiment une isolation sonore particulière, donc
voilà, ça me permet de travailler dans d'excellentes conditions. Donc je vais enchaîner peut-être sur ma journée type. J'ai pris des notes parce que alors j'ai noté, mais je sais pas si je dois le dire, mais je me lève le matin, je bois un verre de jus d'orange et je mange une banane du jardin en regardant la mer. Mais bon, voilà, je sais pas si je dois le dire, donc je vais pas le dire. Non, sinon j'embauche à 8h30. Donc en général de 8h30 à 9h, j'ai une séance individuelle, donc parce que c'est vraiment le temps d'accueil des jeunes, et il y en a un certain nombre pour lesquels c'est un temps stratégique, parce qu'ils ont passé du temps dans les transports, parce qu'ils arrivent, il y a beaucoup de monde, donc ça peut être déstabilisant, ça peut être violent pour certains, cette animation du matin, etc. Donc ces profils-là viennent dans la salle de musicothérapie, et on fait donc un temps d'accueil où on fait des petits exercices de musicothérapie, un petit peu de relaxation, où on reprend un petit peu le planning de la journée pour vraiment ancrer la personne dans sa journée, dans les activités qui vont se dérouler au fur et à mesure de celle-ci. Ensuite, de 9h à midi, donc j'ai 2 séances en groupe d'1 heure. Donc en groupe, c'est en général 4 personnes, plus moi. Parce que voilà, c'est plus par pertinence et confort des séances, parce que je trouve que c'est un bon équilibre en fait, 4 jeunes. Et oui, parce que, alors je dis jeunes parce que j'ai oublié de te parler de la population qu'on accueille ici à l'IME, c'est des adolescents et de jeunes adultes. C'est une accréditation 14-20 ans, déficience intellectuelle et troubles autistiques. Voilà, donc entre ces 2 séances, j'ai un petit temps d'écrit pour pouvoir faire mes transmissions, pouvoir noter un petit peu mes observations, pouvoir faire écrire les bilans, etc. De midi à 13h, c'est un temps de pause repas. 13h, 13h30, à nouveau une séance individuelle, pareil, un petit peu sur le même modèle que la matinée, c'est-à-dire que... Tu m'entends ? Oui, pardon. Oui. Ça a repris. Donc, on s'est arrêté à 11h. Moi, c'était la dernière, de 11h à midi. Ah, ok, d'accord. Donc, de 11h à midi. Non, mais c'est ça, c'est donc un deuxième groupe de 4 personnes. Donc, c'est 1 heure de temps effectif d'activité, mais voilà, les quelques minutes que j'ai en plus, je passe sur les transmissions, les bilans. Enfin, c'est vraiment un temps d'écrit. Je vais arranger le matériel aussi également s'il y a besoin. Ensuite, midi 13h, temps de pause repas, ou alors des interviews avec Béa quand ça se présente. 13h, 13h30, séance individuelle aussi, un petit peu sur les mêmes modalités que le temps d'écrit du matin, c'est-à-dire que là, les jeunes, ils sortent du réfectoire où il y a eu beaucoup d'animation, un brouhaha sonore, donc là, ils viennent se recentrer un petit peu sur eux-mêmes, ils viennent avoir un petit peu de calme aussi, donc voilà, on est un petit peu sur cette modalité-là, sur ces séances-là, plus les objectifs voilà, que je travaille avec ces jeunes-là, évidemment, mais en tout cas, c'est en première intention, c'est un petit peu pour ça qu'on me les envoie à ce moment-là. 13h30, 15h30, à nouveau 2 groupes d'1 heure, de 4 personnes aussi. Et ensuite 15h30, 16h30, donc ça c'est des réunions, donc soit temps d'écrit à nouveau, soit des réunions, généralement des réunions pluridisciplinaires pour le projet individuel d'accompagnement, ce qu'on appelle le PIA. Après il y en a d'autres qui l'appellent le PAI, etc. Enfin, voilà, c'est le projet du jeune qui va déterminer sur une année les grandes orientations d'accompagnement thérapeutique et éducative et pédagogique également de la personne, de son dossier, du dossier qu'on aborde. Voilà. Ensuite, parce que c'est pas fini, donc 16h30,
19 heures, on va dire à peu près. Donc c'est un temps dédié à la famille. Hein. Voilà, je vais chercher les enfants à l'école, on mange, on discute, on fait des jeux, tout ça. Et après, à 19 heures, je passe sur un petit peu ma deuxième journée de travail, c'est-à-dire que donc là, ça va être souvent des visios pour la Fédération française de musicothérapie. Parce que je suis au bureau en tant que vice-président, je suis au conseil d'administration aussi parce que je suis représentant du collège des professionnels. Je suis aussi à la commission ouverture qui se charge un petit peu de tout le déploiement de la stratégie partenariale et de l'ouverture au sens large de la fédération. Et à la commission communication également, parce que c'est un truc qui m'intéresse aussi et que je pense pouvoir apporter quelques éléments. Donc ça, voilà, cette partie-là, elle est jusqu'à 23h minuit, dépendant de mon état de fatigue et du travail que j'ai à accomplir. C'est aussi un temps, quand j'ai pas de visio, où je peux travailler sur des projets annexes. Donc c'est par exemple, c'est là où c'est sur ce créneau-là que j'ai fait la traduction du livre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là aussi que je vais mettre en place mes projets de recherche. C'est là aussi que je vais pouvoir contacter les partenaires, enfin pas au téléphone forcément, mais par mail, lire les mails parce qu'on en reçoit énormément. Donc voilà, c'est vraiment un temps dédié à une activité qui n'est pas professionnelle à proprement parler, mais c'est plus un temps dédié à mon investissement pour la musicothérapie et pour mon évolution de réseau, de profession. Enfin voilà, c'est le moment où je peux faire les trucs pour moi parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, je vois la passion, en fait, j'entends bien la passion, tu vis la musicothérapie presque 24 heures, on va dire, et c'est génial. Et personnellement, j'adore tes idées dans la fédération, tu as toujours on ressent l'humour en toi déjà, et c'est des idées toujours nouvelles, audacieuses. Et je ne sais pas si ça vient de ton quotidien, le fait de vivre comme ça sur la mer, ou le fait de changer. Je ne sais pas, ça vient d'où? Alors, bon, oui, la musique, le soleil, effectivement. Mais d'où ça vient? Alors, je pense qu'il y a plusieurs. Alors, déjà, bon, il faut qu'on soit d'accord sur le constat. Moi, des nouvelles idées, l'audace, etc., ça me fait plaisir, ça me touche, mais je me définirais pas forcément comme ça, mais soit. Je pense qu'il y a un élément, d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis mon premier patient. Et effectivement, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, j'essaie de choisir une bonne BO, une bonne bande sonore, parce que je me suis rendu compte que ça a impacté énormément ma productivité et l'émotionnel que je mettais derrière, en fait. Et donc, c'est vrai que petit à petit, je précise un petit peu mes goûts musicaux, ceux qui vont vraiment me soutenir dans ma démarche. Il y a certains moments où j'ai besoin on va dire d'un truc qui tape fort parce que j'ai besoin de faire une tâche peut-être répétitive et où je dois enquiller. Il y en a d'autres où j'ai besoin de plus de réflexion. Donc là, je vais m'orienter davantage vers quelque chose de plus abstrait, de plus calme, de plus détendu. Enfin, vraiment, après, c'est vraiment en fonction de mes goûts, et aussi j'ai des modes musicales tout seul. Voilà, par exemple, en ce moment, je suis à fond sur la cumbia, péruvienne, c'est la chicha péruvienne, ou la cumbia de Colombie. Donc voilà, actuellement, c'est ce que j'aime beaucoup écouter. Plutôt années 70, plutôt période psychédélique. Enfin, mais voilà, peut-être que dans 2 mois, je pourrais plus en entendre. Il y a eu un moment, c'était la musique cubaine. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte avec la vidéo de Noël où j'ai pas pu m'empêcher de glisser
un petit peu de musique cubaine dedans. Bref. Donc, non, mais tout ça pour dire que c'est quelque chose de vraiment important pour moi et je ne peux pas travailler en silence. Je m'ennuie, je n'arrive pas à y mettre d'émotionnel et je ne travaille pas bien si je n'y mets pas d'émotionnel. J'ai besoin de cette passion pour travailler, parce que sinon c'est un calvaire, quoi. Bon, après, voilà. Sinon, quoi d'autre? Oui, pardon. En quelque sorte, tu respectes tes émotions et tu réponds à tes états d'âme par la musique. C'est ça. Oui. Après, je dirais pas que c'est de la musicothérapie parce qu'il n'y a pas la présence d'un thérapeute, etc. Oui, mais la musique que je vais écouter va évidemment teinter mon état émotionnel. Et du coup, je me fais des petites expériences comme ça sur tiens, telle musique, c'est pas forcément ce que j'écoute, mais comment est-ce qu'elle va teinter mon émotionnel? Est-ce que je vais pouvoir réutiliser cette teinte émotionnelle pour pouvoir en faire quelque chose de productif? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, va plus me renfermer sur moi et va me couper les ailes, entre guillemets? Donc c'est vraiment ce juste milieu. Et je sais, par exemple, que je peux pas écouter des chansons en français parce que ça va trop attirer mon attention et donc je vais pas arriver à me concentrer sur la tâche que je suis en train de faire. Mais en même temps, il me faut quand même ce support, ce soutien sonore pour être le plus efficient possible dans la tâche que je suis en train d'accomplir. Voilà. Et il y avait un autre élément. Oui, Christophe, si tu voulais rebondir là-dessus. Non, je t'en prie. L'autre élément, c'est que on fait un métier où si on se prend trop au sérieux, on fera de mauvais thérapeutes. En tout cas, c'est ce que je pense. On en a déjà discuté auparavant. C'est vrai que c'est parfois en séance de musicothérapie, s'il y a des gens qui ouvrent la porte pour regarder un petit peu ce qu'on fait, je pense qu'ils comprendraient pas trop pourquoi on se met dans des états pareils. Mais en même temps, ça fait. Il faut qu'on aille à la rencontre de l'autre et chaque personne a un univers tellement riche, particulièrement, je trouve, dans le milieu du handicap, où chez les dyscommunicants, enfin ce qu'on appelle les dyscommunicants, c'est-à-dire qui ont difficilement ou pas accès au langage verbal, ils ont des univers incroyables parce qu'il faut aller les chercher, parce qu'ils sont autosuffisants, entre guillemets, sur leur petit univers, et que si on fait l'effort d'aller à leur rencontre, c'est un plaisir, une fascination renouvelée à chaque fois. Et donc, une fois qu'on a pu faire cette rencontre, parce qu'on a été en capacité de ne pas se prendre trop au sérieux, parce qu'on est allé les chercher sur l'humour, sur le théâtre, sur des sons, évidemment, sur des sons, des bruits d'animaux, voilà. Mais une fois que ce contact est fait, j'ai fait la démarche d'aller vers toi. Maintenant, je t'invite à aller, pas vers moi, mais vers l'accompagnement thérapeutique que je te propose. Voilà. Donc je pense que, je ne sais pas si ça répond trop à ta question, mais j'ai l'impression que c'est ces différents éléments-là qui font que aujourd'hui, peut-être je peux être force de proposition sur certains environnements auxquels je participe, mais j'essaie vraiment de pas trop me prendre au sérieux, et d'ailleurs quand je le fais, généralement c'est ridicule. Donc bon, donc, voilà. Moi, sincèrement, ça me donne juste envie de jouer une patiente, on va dire, et dans la séance dans une séance de Maëlle, et voir comment ça se passe réellement. Ça donne envie de voir comment ça se passe, les séances chez toi, avec toi. Et là, j'ai envie d'aller depuis tout à l'heure sur la musique, en fait, sur le répertoire musical que tu utilises tous les jours. Est-ce que c'est le même qu'en France? Est-ce que c'est autre chose? Alors oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de cette particularité de Lille qui au début m'a fait quand même bizarre. Alors je vais vous expliquer. Moi, comme je vous ai dit, je suis guitariste de base et j'ai beaucoup travaillé surtout l'harmonie et la mélodie.
L'aspect rythmique, dans un contexte de groupe, je vais dire que je déléguais ça à la section basse batterie. Et puis moi, bon, je faisais les accords, je faisais un petit solo de temps en temps et ça me suffisait bien. Donc, effectivement, mon niveau rythmique n'était pas incroyable. J'arrive sur l'île de la Réunion et là, je me prends une claque monstrueuse par des petits déficients intellectuels, excusez-moi de l'expression, mais qui prennent un djembé et qui me mettent à l'amende totale parce que c'est une culture éminemment empreinte de musicalité, que c'est beaucoup des ensembles de percussions, notamment, je pense, au maloya, qui est un des deux styles musicaux vraiment prédominants sur l'île, et où il y a pour ainsi dire pas d'instruments polyphoniques, il y a des percussions, des voix chantées. Et donc la polyphonie peut arriver de la voix, mais sinon c'est un rouleur, c'est un espèce de gros. Alors, ils vont hurler s'ils m'entendent dire ça, mais c'est un espèce de gros tambour, voilà, qui va vraiment marquer le rythme de base. On va dire que c'est un petit peu la grosse caisse de la batterie. Bon, répétez pas ça, hein, parce que c'est vraiment des grosses approximations. Ensuite, il va y avoir le kayamb, donc c'est un. Il faudrait que je vous montre en fait. 2 petites secondes, excusez-moi. Donc ça, c'est le rouleur. Hop. Le kayamb. Donc ça, dedans, il y a des graines. Voilà, et ça se joue vraiment avec les poignets. D'accord. Ça s'appelle le bobre. C'est un espèce d'arc avec une corde nylon ou métal et une demi-calebasse dessous pour faire caisse de résonance. Il y a une grosse utilisation du triangle. Attendez, je reviens, hein, je dépose ça. Voilà. Excusez-moi pour le petit moment ethnomusicologie, mais bon, voilà, on se réinvente pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la voix, j'en ai parlé. Enfin, il y a vraiment énormément des congas aussi. Donc beaucoup d'instruments percussifs. Le bobre permet de faire une mélodie, mais vraiment qui va être plus avec une approche rythmique que mélodique. Et donc tout ça pour dire que la société réunionnaise est vraiment à un niveau, en tout cas les Réunionnais ont vraiment un niveau en rythme qui moi m'a fait bizarre en arrivant. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas très très fort en rythme. Et donc il a fallu vraiment que je cravache pour essayer au moins d'atteindre un petit peu ce niveau, voilà, être suffisamment à l'aise rythmiquement pour pouvoir me détacher de l'aspect performance un petit peu instrumental et pouvoir me concentrer davantage sur mon cœur de métier qui est la thérapie. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu ça la subtilité sur comment l'intervention d'un musicothérapeute en métropole ou à La Réunion. Voilà. Il n'y a pas eu de décalage entre la formation académique à la française et la vie pratique à La Réunion. La pratique professionnelle. Non, parce que... excuse-moi. C'est clair, en fait. C'est-à-dire que le problème psychologique, c'est un peu... la formation académique, c'est vraiment quand même... ça traite aussi... Déjà, musicalement, je me souviens, moi qui est tunisienne aussi, donc je me rappelle que j'étais obligée vraiment de me plier à la rigueur française, que ce soit sur l'apprentissage académique et aussi musical. Je ne sais pas pour toi, est-ce que ça a été pareil aussi, mais dans l'autre sens? Alors, pour l'aspect plus institutionnel, non, il n'y a pas vraiment de différence parce que ça reste un territoire français et donc les institutions, l'organisation qui leur est inhérente est la même globalement. Après, sur peut-être,
Peut-être qu'il y a une plus grande souplesse dans l'accompagnement. Je sais pas, non, pas tant. Non, je pense pas qu'il y ait de véritables différences à ce niveau-là. La différence ne se fait pas sentir dans les institutions, mais plus à l'extérieur, quand tu es dans la société réunionnaise, effectivement, et où là, alors il y a une différence, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dont la langue maternelle est le créole. Et donc ça a fait partie aussi des choses où il a fallu que j'essaie de me mettre un petit peu à la page, que j'apprenne le créole réunionnais, dans la même optique que mon travail dans le rythme, c'est de maîtriser suffisamment pour pouvoir m'en détacher et me concentrer sur l'aspect thérapeutique. Ok, pardon. Ok, donc finalement, merci Marie. Je revois juste les questions. En fait, il y a une question que je voulais. En fait, on a parlé de tout finalement subtilement. En fait, les problèmes, c'était une question en fait que je voulais vraiment te poser, mais je ne sais pas, ça va peut-être se répéter. Est-ce que les problèmes professionnels que tu vois que tous les jours, c'est-à-dire là, en tant que musicothérapeute, est-ce que tu as les mêmes problèmes professionnellement que les musicothérapeutes en France? C'est-à-dire tout ce qui est embauche, tout ce qui est le fait de se faire connaître, parfois moi en tout cas dans la région parisienne, ça reste aussi la mentalité en fait, comment faire accepter ce type de soins. Est-ce que c'est pareil ou tu sens qu'à La Réunion c'est plus ouvert, plus spontané, voilà. Alors effectivement, je pense que la société réunionnaise, comme elle est empreinte de cette musicalité, de cette tradition musicale, est peut-être plus apte à appréhender la présence de musicothérapeutes au sein d'établissements de santé. En même temps, je souhaite émettre une certaine réserve là-dessus parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis venu à La Réunion parce que j'avais un contrat professionnel. Et donc j'ai pas eu à galérer sur l'île de La Réunion pour trouver du travail. Donc après, il y a tout le côté libéral qui peut survenir, mais en même temps, j'ai ce CDI temps plein qui me donne une assise professionnelle. Donc après, je peux proposer des projets en libéral sans qu'il y ait d'enjeu derrière de remplir le frigo. Donc c'est un luxe incroyable. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle je me suis engagé dans la FFM. C'est justement essayer de capitaliser sur ce luxe pour pouvoir vraiment investir mon temps et mon énergie que je passe pas à essayer de trouver du boulot pour essayer de développer la musicothérapie en France et servir les musicothérapeutes et bien sûr l'intérêt des usagers. Donc c'est un petit peu moi ce qui m'a amené à la FFM, mais voilà, c'est en plus, enfin bon, oui voilà, c'est ça, c'est plutôt que j'aurais pu me complaire dans un relatif confort en me disant bon c'est bon là j'ai mon petit poste, etc. Mais d'une, j'en suis incapable et de deux, et ça peut peut-être répondre en partie à ta question sur les difficultés d'un musicothérapeute à La Réunion. En tout cas, je vais parler de mon expérience personnelle. C'est vrai qu'en institution, même si ça fait longtemps qu'on y est, même si on n'a plus à justifier de sa place, ça reste encore un métier mal compris. Parce que, alors déjà, il y a un gros turnover de professionnels, donc il faut réexpliquer à chaque fois. Bon, ça, c'est une chose. Mais de deux, c'est que l'institution va parfois faire bouger les lignes et en tout cas elle va essayer de diluer un petit peu cette frontière
entre la casquette de thérapeute, qui est pourtant extrêmement claire et que on rappelle suffisamment souvent, et un prof de musique, par exemple, qui est un tout autre métier, mais où ils font de la musique, donc c'est un peu pareil, hein. C'est ce que dit l'institution. C'est ce que se dit l'institution. Et troisièmement, animateur musical aussi, malheureusement. Donc voilà, il y a vraiment ces trois métiers-là où l'institution embauche un musicothérapeute, est très contente de pouvoir récupérer des financements parce qu'il y a des prestations qui sont dispensées dans l'institution. Et en même temps, il y a une autre logique qui est une logique d'encadrement, qui est une logique de temps passé sur des événements communs, etc. Et donc, ces intérêts divergents peuvent faire glisser un petit peu le thérapeute qui n'est pas au clair avec sa posture. Et ça peut mener à des incompréhensions, voire à des tensions, mais je pense que ça part jamais d'une mauvaise intention. Je pense que c'est une méconnaissance de notre métier, c'est une incompréhension du cadre thérapeutique tel que nous on l'entend. Et ça l'est peut-être moins sur des psychologues, mais qui sont installés depuis bien plus longtemps que nous. Ça peut l'être avec des ergothérapeutes ou des psychomotriciens, qui eux également sont sur des métiers qui vont jouer sur différentes modalités, et où justement l'institution avec un grand I va avoir du mal à appréhender ce côté intégratif, vision globale de la personne, etc. Parce que eux, c'est des gestionnaires, ils ont des cases, et si tu rentres pas dans une case, c'est que tu rentres dans aucune case. Alors que non, c'est juste qu'on rentre dans plusieurs cases. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre, parce qu'on est sur des réflexions et des philosophies différentes, mais c'est quelque chose sur lequel les patients, enfin nous ce qu'on appelle les bénéficiaires ici, ne se trompent pas. Ils ont bien compris, alors que pourtant ils sont censés être déficients intellectuels, et pourtant c'est quelque chose qu'ils ont bien compris. C'est Maël, il est musicothérapeute, il y en a qui font de l'animation musicale, il y en a qui sont profs de musique, mais c'est d'autres métiers, c'est d'autres profils. Maël ne fait pas ça. Donc, si les jeunes le comprennent, j'ai bon espoir que petit à petit, l'institution le comprenne. Et l'institution, à nouveau avec un grand I, parce que c'est pas forcément là où je travaille actuellement que ça pose problème, mais c'est aussi les retours d'expérience que j'ai pu avoir à droite à gauche. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est relativement commun à tous les musicothérapeutes exerçant en institution. Merci beaucoup d'avoir évoqué justement ce point, et j'invite ici tous les professionnels, les musicothérapeutes à mettre... c'est un challenge finalement, c'est un challenge comment je peux prendre ma place, surtout ceux qui travaillent dans une institution, comme tu le dis bien, comment je peux défendre ma place de musicothérapeute. Je ne suis pas prof, je ne suis pas animateur, je suis musicothérapeute, et justement ce sont les patients et les bénéficiaires qui arrivent à le comprendre si on est vraiment centré sur soi-même et centré sur son activité professionnelle. Et là, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à voir la vidéo de Noël de la Fédération française. Il faut aller juste sur le site de la Fédération française de musicothérapie. Sur la page YouTube, vous mettez Fédération française, allez voir la vidéo de Noël qui a été montée, conçue par Maël, et surtout, ne ratez pas la fin. Surtout la fin, c'est ça. Et avant d'arriver à la fin, Maël, j'ai juste envie de te poser le rituel, c'est une question rituelle. Comment tu vois la musicothérapie dans 20 ans en France? C'est une question un peu complexe parce qu'elle demande vraiment d'essayer de se projeter avec les éléments qu'on a actuellement qui sont portés à notre connaissance.
Et beaucoup de choses peuvent changer. On l'a vu 2020, 2021, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont pu nous tomber sur le coin de la figure sans que ça soit de notre fait, enfin pas directement on va dire, et sans que ce soit prévisible. Et l'évolution de la musicothérapie en France, elle subit les mêmes inconnus, les mêmes, voilà, il y a des impondérables auxquels il faudra répondre au fur et à mesure. Et j'ai bon espoir que la Fédération française de musicothérapie, ça soit vraiment une instance représentative des musicothérapeutes et de la musicothérapie en France. Et je ne doute pas quel est son rôle à jouer justement dans la gestion de ces impondérables et dans la mise en œuvre d'une stratégie de développement de la musicothérapie, de reconnaissance du métier. Voilà. Donc, je pense qu'il y a 3 scénarios possibles à l'horizon 20 ans pour la musicothérapie en France. Alors, il y a un scénario que je vais qualifier, on va dire, d'utopiste. Bon, même si utopiste, ça ne veut pas dire irréalisable. Ça veut dire hautement improbable dans les 20 prochaines années. Alors, au niveau européen, ça serait une structuration entre les pays et une reconnaissance officielle par Bruxelles qui protégerait l'usage du titre. Ça serait déjà un bon départ. Ça serait également au niveau national un décret intégrant la musicothérapie à la liste des professions de santé, un numéro ADI, un remboursement par la Sécu. On est vraiment dans l'utopique, mais why not? Une étatisation des formations de musicothérapie, donc intégrées au cursus LMD, et un niveau master serait vraiment bien. Voilà. D'ailleurs, on constate que l'ensemble des professions proches de la musicothérapie, je parlais de l'ergothérapie tout à l'heure, la psychomotricité, les orthophonistes, les kinés, etc., ils sont tous en train de monter en charge de compétences et de s'orienter tranquillement vers le master pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Une intégration des musicothérapeutes dans les équipes pluridisciplinaires. Donc en fait, moi, j'ai un rêve, c'est que quand il y a un financeur qui arrive, qui se dit bon, je vais monter une institution, que ce soit sanitaire, médico-sociale ou autre, hein, il me faut des professionnels compétents. Quel profil je vais prendre? Il me faut, je sais pas, un doc, une infirmière, une psy, un ortho, je sais pas, un kiné, un musicothérapeute, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment ça serait le top, vraiment qu'il y ait cette espèce de systématisation de l'intégration des musicothérapeutes dans des équipes pluridisciplinaires. Bon, là, clairement, on n'y est pas, mais pourquoi pas? Sait-on jamais? Il y a quand même ça bouge énormément sur beaucoup d'études neuro, hein, sur les effets de la musique sur le cerveau et sur du coup la mise en place de protocoles qui vont reproduire ces effets-là dans un contexte clinique et thérapeutique. Et donc, et ça, c'est des outils qui mettent des années à être maîtrisés, et c'est des compétences que seul un musicothérapeute ayant reçu une formation longue par un organisme agréé, il n'y a que ce profil-là qui peut vraiment mettre en œuvre ces connaissances, comment dirais-je, théoriques, et les transformer en applications cliniques. C'est vraiment un point important. Donc, bon, ça serait le top, hein, mais comme je te dis, c'est assez improbable dans les 20 prochaines années, mais bon, tu m'aurais dit sur 50 ans, j'aurais peut-être pas qualifié ce scénario d'utopique. Bon. Alors après, il y a le... Pardon, oui, mais je vais revenir tout à l'heure. Le deuxième scénario, je t'écoute. N'hésite pas à m'interrompre, hein, parce que là, je suis parti, mais... alors le deuxième scénario, c'est qui serait plutôt dystopique. Donc là, pour le coup, c'est ce que je ne souhaite pas. Voilà, mais il est aussi improbable que le scénario utopiste, mais le risque zéro n'existe pas. Donc ça serait une lente dissolution des organismes de formation, croulant sous le poids des démarches administratives et ne trouvant plus les financements nécessaires pour faire tourner un petit peu la boîte, quoi, enfin la formation.
Du coup, la musicothérapie, ça deviendrait un petit module dans le plan de formation annuel des organisations pour leurs professionnels. Et ça serait vraiment un énorme gâchis. Et alors, je ne vais pas m'étendre plus sur ce scénario parce que ça me met la boule au ventre, rien que d'y penser. Voilà, donc on va s'arrêter là. Mais non, sinon, moi, je mise davantage sur un scénario entre les deux que j'appellerais réaliste. Donc, ça serait plutôt une démarche gouvernementale de régulation donc ce qu'ils appellent les médecines complémentaires et alternatives, qui peut avoir lieu à court terme, hein, donc avec dans l'idée de valoriser les pratiques bénéfiques et de les structurer et de lutter contre les dérives thérapeutiques. Et d'ailleurs, donc il y a une proposition de loi de création d'une agence gouvernementale qui a été déposée le 18 mars à l'Assemblée. Donc on va suivre ça de près parce que c'est vraiment quelque chose d'important et qui peut avoir un impact majeur sur la musicothérapie en France. Donc dans ce scénario, les pratiques bénéfiques dont la musicothérapie sont régulées. Donc, autrement dit, le titre est protégé. Titre protégé, c'est pas une lubie de l'esprit, hein, c'est juste que ça permet d'éviter que les charlatans utilisent ce titre-là pour exercer leur dérive sectaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Si jamais vous avez, votre famille ou même dans votre environnement proche, vous constatez des dérives sectaires, que ce soit par un professionnel ou de la musicothérapie ou autre, hein, je vous invite à contacter la Mivilude qui est un... Alors je confonds toujours Mivilude ou Midiluve, j'ai un petit problème, Midiluve je crois plutôt, qui est vraiment donc une agence donc gouvernementale qui s'occupe vraiment de tout ce qui est dérive sectaire, etc. Donc en plus on l'a vu en 2020-2021 à nouveau avec la Covid qui est arrivée. Il y a eu certaines personnes qui ont été en grande souffrance et qui ont eu besoin de trouver des réponses, et malheureusement il y a des gens qui étaient là pour leur donner des arguments fallacieux et se présenter en détenteur de la vérité, etc. Donc ça c'est extrêmement dommageable pour les personnes directement impactées évidemment, mais aussi pour nos métiers, parce qu'on fuit ces pratiques absolument comme la peste. Donc voilà, voilà. C'était la petite aparté, n'hésitez pas, c'est important, et on gagnera plus en crédit qu'en discrédit. Voilà. Donc, meilleure intégration dans le système de santé, ça serait quelque chose de possible dans les 20 prochaines années. Meilleur déploiement auprès des usagers, évidemment. Donc, meilleure perception du grand public de la musicothérapie, etc., etc. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il convient aujourd'hui de lancer. Et comment ? Ça, en se structurant, en s'investissant pour défendre notre beau métier, en mettant de côté les incompréhensions du passé pour construire ensemble un avenir meilleur pour la musicothérapie. Donc voilà, c'était le message que je souhaitais faire passer pour cette fin d'interview. Merci beaucoup Maël pour tout ce que tu fais à la Fédération. Merci pour tout le temps que tu consacres pour le travail qu'on voit, moi sincèrement et personnellement, je vois les fruits. Et n'hésitez pas à adhérer. En tant que musicothérapeute, ça m'a apporté beaucoup d'aide. Je me suis trouvée entourée de belles personnes et justement j'évolue avec les échanges, avec les conférences, avec les visios thématiques et voilà. J'espère pour toi beaucoup de courage pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup, Béa. N'hésite pas à nous donner des nouvelles de tout ce qui se passe à La Réunion et des playlists que tu écoutes. C'est une excellente idée, ça. Pourquoi pas? Ça marche, je te mettrai ça en commentaire de la vidéo. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, bye bye, Béa. Au revoir. Merci. Merci.